le crack de 1929, c'est une crise boursière qui se déroula donc à la bourse de New York entre le jeudi 24 octobre et le mardi 29 octobre 1929. Donc cet événement, c'est l'un des plus célèbres de l'histoire boursière et il marque surtout le début de la Grande Dépression. Donc les années 20, elles marquent quand même une période de forte croissance, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. En Europe, d'ailleurs, se produit d'abord une chute des cours de 31% en un jour à la bourse de Berlin, appelée crack du 13 mai 1927. Donc on peut déjà observer une instabilité. Pour en revenir à la crise de 1929, elle a plusieurs causes. Donc déjà, la Première Guerre mondiale, qui a grandement déséquilibré les pays belligérants. Ensuite, dans les années 20, la production de biens est supérieure à la demande. De plus, depuis 1926 aux États-Unis, à Wall Street notamment, commence le développement du crédit, donc la possibilité en fait d'acheter des actions à crédit, ce qui s'appelle les call loans. Donc ces call loans sont en fait un formidable encouragement à la spéculation et le tout réuni crée tout simplement une bulle spéculative. Donc le 24 et 29 octobre 1929, soit le jeudi noir et mardi noir, grosse panique, effondrement brutal du cours de la bourse aux États-Unis, donc le fameux crack boursier qui entraîne la déflation. Donc la déflation, c'est quand une même somme d'argent permet d'acquérir de plus en plus de biens au fur et à mesure de la chute des prix. Donc cette crise financière s'étend d'abord de part et d'autre des États-Unis, donc créant bien sûr chômage et pauvreté en masse, et ensuite elle se diffuse donc en Europe puis au monde entier. Donc les prix s'effondrent, les entreprises font faillite, le chômage de masse arrive. Pour un petit indice, en 1932, il y a 42% de chômeurs en Allemagne, contre 6% maintenant, 6,3% pardon. En dehors de ça, pour continuer avec un petit rapprochement avec l'Allemagne, en dehors de cette crise économique, il y a de nombreux spécialistes de la crise de 1929, donc des économistes et historiens, qui montrent en fait comment ce crash boursier a aussi déstabilisé les politiques économiques, allemandes notamment, et permettant dans une certaine mesure l'arrivée au pouvoir du NSDAP à la suite du retrait brutal des capitaux américains d'Allemagne. Il est important de rappeler le rôle qu'a joué Sir Montagu Norman dans cette crise, détruisant l'industrie anglaise à l'origine de plusieurs pertes d'emplois, créant ainsi plus d'1,5 million de chômeurs, allant jusqu'à influencer Benjamin Strong à la tête de la Banque centrale américaine dans une décision qui va changer le cours de l'histoire. L'objectif bien sûr étant de se baser sur cette décision, bien sûr de faire remonter l'industrie anglaise sur la base des répercussions qu'apportera cette décision pour laquelle il a influencé Benjamin Strong. Cette décision était de baisser les taux d'intérêt américain au maximum et de faciliter l'endettement des ménages américains. En d'autres termes, de faciliter la prise de crédit par les ménages américains. Résultat, tout s'achètera à crédit. Les meubles, le matériel et même les caleçons s'achèteront à crédit. En août 1927, nous nous retrouvons avec des taux d'intérêt relativement faibles et les banques ne font que prêter de plus en plus aux ménages. Les Américains s'endettent de plus en plus et vont acheter de plus en plus, ce qui va favoriser l'essor de l'industrie. Entre 1921 et 1929, la production industrielle va augmenter de 50%, ce qui va influencer le cours des actions en bourse. Aucune menace à l'horizon, la production augmente, les entreprises deviennent de plus en plus grosses et éventuellement le cours des actions en bourse se développe. Mais c'est aussi tous ces points positifs qui vont pousser tout le monde à se lancer dans l'aventure. Les gens achèteront de plus en plus d'actions et puisque cela marche, les gens vont emprunter de plus en plus à la banque pour acheter de plus en plus d'actions et investir dans la bourse. En 1929, si vous empruntiez à la banque $1000, vous aviez la possibilité d'acheter $10 000 d'actions. Admettons que vos actions grimpent de 10%. Vous avez la possibilité de vendre $10 de vos actions, de vos $10 000 d'actions que vous avez achetées. Il vous restera donc $9 000, mais les $1000 que vous avez vendus vont vous rapporter $10 000 et vous vous retrouvez donc avec $19 000 d'actions sur un investissement de base de 1 000 €. Qui ne se laisserait pas emporter par une opportunité aussi alléchante? Raison pour laquelle les banques vont prêter de plus en plus,
puisque les ménages vont demander de plus en plus pour pouvoir investir en bourse. C'était la mode à l'époque. Sachez qu'entre 1927, entre août 1927 et 1929, les banques vont passer de 53 à 82 milliards de dollars prêtés aux ménages américains, aux particuliers, je précise. L'industrie, qui elle augmentait de 50%, créa donc un paradoxe avec la bourse qui finalement augmenta de 300%. Ce qui créa donc un gros déséquilibre, car l'argent qui était amassé en bourse par les ménages n'était pas dépensé dans l'économie réelle. Ils ne dépensaient pas cet argent dans des achats, dans l'industrie, comme c'était prévu à la base. Ce qui va donc créer en 1929, entre mai et octobre 1929, une baisse de la production industrielle de 7%, qui est considérable. L'objectif étant à la base, l'objectif de Sir Montagu Norman, qui était à la base de pousser les Américains en faisant baisser les taux d'intérêt et en facilitant la prise de crédit, de pousser les Américains à aller investir leur or en Grande-Bretagne, à placer leur or en Grande-Bretagne, ce qui bien sûr ferait remonter l'économie américaine. Mais le problème, c'est que même les ménages anglais allaient investir à Wall Street, parce que là-bas, le succès en bourse était garanti. Ce qui créa bien sûr un gros problème. Sir Montagu Norman se retrouva donc dans une situation compliquée. Déjà, ayant descendu l'économie anglaise, il alla ensuite poser un gros problème en Amérique, à Wall Street. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Sir Montagu Norman décida donc d'influencer une deuxième personne qui est Andrew Mellon, qui à son tour va influencer les épargnants américains dans le but de leur faire acheter des bons de trésor au lieu d'acheter des actions en bourse. Alors, c'est une technique qui va marcher sur un certain temps, mais pas longtemps, car très vite, les USA se retrouveront dans une situation similaire à celle qu'ils ont connue auparavant, où les gens vont investir massivement en bourse. Alors les États-Unis d'Amérique se retrouvent dans une situation compliquée où ils sont obligés de faire remonter les taux d'intérêt, ce qui n'est pas forcément bon signe. Le pire est à venir. Nous sommes en août 1929, 2 mois avant le fameux jeudi noir du krach boursier. La spéculation est à son comble, depuis que la Banque centrale a décidé quelques mois auparavant de favoriser le crédit. Mais la Fed n'a plus le choix. Elle doit augmenter ses taux directeurs pour éviter l'effondrement généralisé de l'économie. La Réserve fédérale américaine se décide finalement à monter ses taux directeurs à 6%. Cela rend l'obtention d'emprunts bancaires pour acheter des actions de plus en plus compliquées et de plus en plus chères. Cela oblige d'ailleurs certains spéculateurs à se retirer du marché quand d'autres le rejoignent. Parallèlement, les résultats des entreprises sont de moins en moins satisfaisants. Par exemple, la production automobile entre mars et septembre 1929 chute de 600 000 à environ 400 000 voitures produites. Pour la première fois, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs à Wall Street. Les premières ventes massives commencent entre le 18 et le 23 octobre 1929, avec une perte boursière générale d'environ 20%, ce qui est considérable. Le problème étant que le nombre d'acheteurs est très faible, en minorité sur les vendeurs. Personne n'arrive donc à vendre ses actions. Le premier krach a lieu le jeudi 24 octobre 1929. Au matin, il n'y a presque plus d'acheteurs à Wall Street. Le Dow Jones a perdu précisément 22% à midi. Un collectif d'industriels tente d'enrayer la crise imminente, avec à leur tête une banque du nom de JP Morgan. Pour stopper la crise, ce collectif commence à racheter des quantités massives d'actions en vente sur le marché. En effet, on se rappelle que les acheteurs manquent à Wall Street, et la logique qui s'impose est donc de combler le besoin. La stratégie paye. Les taux remontent avant la fin de l'après-midi, pour une baisse globale sur la journée de seulement 2%. Les spéculateurs, encore tremblants d'avoir frôlé la faillite quelques heures avant, pensent que la crise est passée. Mais c'est le lundi 28 qui signera la débauche boursière. Le lundi 28 octobre 1929, la bourse s'effondre à nouveau. Cette fois-ci, le collectif mené par JP Morgan n'est plus dans la capacité de faire quoi que ce soit pour sauver la situation. Pour l'anecdote, Winston Churchill, chancelier du Royaume-Uni, est à New York le 29 octobre 1929. Il affirmera avoir vu un spéculateur se défenestrer devant lui. Ce témoignage est d'ailleurs à l'origine de la légende urbaine des spéculateurs louant des chambres d'hôtel pour se suicider. 9,78 millions de titres sont échangés, quand la fréquence quotidienne à l'époque était seulement de 2 ou 3 millions. Le Dow Jones perd 13%,
record qui ne sera battu qu'en 1987. En un mois, les États-Unis vont connaître une dépense 10 fois supérieure au budget du Trésor américain pour réparer les conséquences immédiates de la crise et pour sauver l'économie. À la suite du krach, de nombreuses entreprises font faillite. De nombreux particuliers américains demandent en masse des liquidités pour se protéger, et ce retrait amplifiera les conséquences du crash, augmentant encore le nombre d'entreprises et de banques en faillite. Cela mènera à la crise bancaire de 1930. Le chômage explose, avec 15 millions de chômeurs recensés aux États-Unis en 1933. Dès 1930 d'ailleurs, les États-Unis vont mettre en place des mesures protectionnistes pour enrayer la crise bancaire qu'ils viennent de subir. C'est cette décision qui fera plonger le monde entier dans la période de la Grande Dépression. Cette crise a notamment eu 3 conséquences majeures et désastreuses sur le monde. La crise américaine a naturellement impacté les marchés européens, déjà grandement sous influence américaine. Cette influence date notamment de la fin de la Première Guerre mondiale. En créant cette situation de crise, le krach boursier va engendrer la misère généralisée. C'est cette misère globale européenne, fruit du krach, qui ouvrira notamment la porte au populisme et plus tard au totalitarisme. En effet, 2 réactions ont suivi la crise de 1929. La hausse des barrières douanières pour protéger chaque économie nationale et la forte dévaluation des monnaies dans un souci de concurrence. Ces mesures enrayent le commerce international et l'équilibre mondial est menacé. Chaque pays adopte sa propre stratégie monétaire sans consulter le reste de ses partenaires économiques. Ces mesures forcent la misère générale. Conséquences qui aboutiront donc à la montée du nazisme et des dictatures en Europe, prémisse du célèbre conflit qui a marqué le XXe siècle. Néanmoins, les erreurs commises ont notamment permis de remettre en question la gestion monétaire. Des initiatives institutionnelles ont été prises pour réguler l'ordre mondial et éviter les crises de désorganisation.